Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Visite du président de la République hier dans le royaume baoulé. Le chef de l'État rencontre la reine Akwa-Boni II à Sakassou. La souveraine a salué les actions de développement et de paix posées par le chef de l'État. Alassane Ouattara a aussi échangé avec les notables de la cour royale et les autres chefs baoulés. Le vice-président de la République reçoit le corps diplomatique. C'est le traditionnel déjeuner de Nouvel An. Une occasion pour Daniel Kablan-Duncan de rassurer sur la bonne marche du pays. Les actions de paix et de développement vont se poursuivre. Le renforcement des coopérations est également évoqué. Et puis en Guinée-Bissau, vers une issue à l'impasse dans le pays, la CEDEAO demande une vérification des procès-verbaux du second tour de l'élection présidentielle. L'organisation annonce que la commission électorale et la Cour suprême se sont finalement mises d'accord pour procéder à de nouveaux contrôles. Le climat a changé, l'urgence est mondiale et les initiatives se multiplient pour trouver une solution. Mais le chemin semble long. L'objectif global est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire a signé l'accord de Paris en 2016. Le pays est régulièrement aux conférences sur le climat. Une délégation ivoirienne était d'ailleurs récemment à Madrid en Espagne pour la COP25. Que retenir de cette conférence sur le changement climatique et que gagne la Côte d'Ivoire? On en parle dans le Dimanche Magazine avec le professeur Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Merci. On vous retrouve donc dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de l'actualité. Et l'actualité d'ailleurs, c'est cette visite du président de la République à Sakassou hier. Alassane Ouattara a rendu visite à la reine des Baoulés, Nana Akwa-Boni II. Ils ont eu un tête-à-tête à son arrivée. Les populations souhaitaient la bienvenue au chef de l'État. Le Walebo s'est donc mobilisé pour l'accueil du président de la République. Et puis après la rencontre avec la reine, le président de la République s'est également rendu avec son hôte à la cour royale. Le chef de l'État a échangé avec la notabilité de la royauté baoulée. On fait le point avec Viviane Aïmen. Si cette visite du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la reine Akwa-Boni II, reine des Baoulés de Côte d'Ivoire ce samedi 1er février, se voulait une visite privée, la présence du premier des Ivoiriens à la résidence de la souveraine des Baoulés a été perçue par le Walebo comme un geste de grande considération. C'est le deuxième président, après le président Houphouët-Boigny, qui rend une visite privée au souverain des Baoulés, a-t-on souligné. C'est dès son arrivée à Sakassou que le président de la République a été reçu à la résidence de la reine Akwa-Boni II. Le chef de l'État et la souveraine se sont longuement entretenus avant la cérémonie d'accueil devant se dérouler à la cour royale de Sakassou, selon les us et coutumes du royaume. À la cour royale, déjà depuis plusieurs heures, attendait la notabilité au grand complet, les 172 chefs de canton du Walebo et les 39 chefs des autres cantons du pays baoulé. Ajoutés à eux, les chefs de tribu, les chefs de village et les cadres originaires de Sakassou qui ont effectué le déplacement. Le président de la République est arrivé à la cour royale précédé 30 minutes plus tôt par la reine Akwa-Boni II. Après un tour d'honneur pour saluer la notabilité présente, le chef de l'État a regagné la place d'honneur qui lui a été réservée. La cérémonie a démarré par une libation pour invoquer les mânes des ancêtres, les mânes de la reine Pokou, fondatrice du royaume baoulé de Côte d'Ivoire, et ceux de ses successeurs disparus. A suivi l'échange protocolaire des nouvelles, le ministre Bandama Maurice et le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataï faisaient office de porte-parole du président de la République. Après les échanges liminaires avec les porte-paroles de la reine, le ministre Bandama Maurice a tenu à apporter certaines précisions au président de la République. Le notable qui a fait la libation l'a longuement expliqué dans les paroles qu'il a adressées aux mânes. C'est trouvé que certains ont voulu contester la légitimité de la reine en faisant valoir une falsification de l'histoire, disant que les femmes n'ont pas accès au trône,
Quelle falsification quand on sait que le royaume Baoulé a été créé par une femme à Blapokou. Et c'est ce que le porte-parole, celui qui a fait l'animation, l'a dit. Et que son premier successeur, c'est sa fille Akwa Boni. Sa fille, sa nièce. Donc, le peuple baoulé, le royaume baoulé, a été créé par une femme. Et quand la fondatrice est pas décédée, son successeur, sa nièce Akwa Boni, nous avons donc la troisième femme qui accède sur le trône du peuple baoulé, Nana Akwa Boni II. Et le peuple baoulé, tout ici réuni, depuis ses origines avec les 7 tribus d'origine, ici rassemblées, qui vont au sud de l'Anébi-Kassao jusqu'au nord de Beké, de l'ouest, la Maraoué, jusqu'à l'ouest, le Yifou, tous sont rassemblés ici et aucun n'a de couronne. Une seule a la couronne, c'est Nana Akwa Boni II. La preuve qu'elle est la reine du peuple baoulé. Désigné par la reine, le chef de canton des Fahafoué, Nana Ngoran Kofi II, a adressé au président de la République Alassane Ouattara le message de remerciement et d'estime de la souveraine des Baoulés. Alaïsan, Monibale, et Sielike. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette heureuse circonstance que constitue votre visite fraternelle chez vous, au cœur du royaume baoulé, malgré les importantes charges qui sont les vôtres, nous donne d'espérer des lendemains paisibles, alors que nous nous remettons progressivement des derniers traumatismes subis. Aujourd'hui, nous voulons vous dire simplement merci. Et nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour votre inestimable et combien précieuse contribution aux obsèques de Sa Majesté Nana Kwaku Anoumbélé III, 12e roi du peuple baoulé. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour tous les grands investissements, autoroutes, Yamsokro-Boaké, routes, électricité, eau potable, écoles, centres de santé, etc., etc., que vous réalisez pour le bonheur des populations du royaume. Malgré les nombreuses obligations et contraintes qui sont les vôtres dans l'exercice de votre fonction à la tête du pays et au profit de tous les Ivoiriens, nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour être resté l'aîné bienveillant qui protège toujours et en toutes circonstances ses jeunes frères du Grand Centre. Excellence, Monsieur le Président de la République, à notre demande, le 6 décembre 2019, à Yamoussoukro, vous nous avez autorisé à rencontrer votre aîné, le président Henri Konan Bédié, pour ramener la paix entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. À ce sujet, une délégation de chefs a été envoyée à Daokro pour prendre rendez-vous. Nous en attendons la date pour effectuer la mission. Sa Majesté la Reine des Baoulés voudrait vous dire qu'avec l'avènement de cette nouvelle année, elle prie ardemment pour voir se réaliser un de ses plus grands souhaits, celui de voir Baba Laïssan et Baba Bédié se retrouver sous l'arbre à palabres, ici à Sakassou, pour se parler et raviver la flamme de la paix, de la fraternité et de l'amour dont le peuple ivoirien, le peuple de votre merveilleux père, le président Félix Houphouët-Boigny, a besoin pour envisager sereinement l'avenir. De nombreux présents ont été offerts par la reine au président de la République et son épouse. La reine Akwa Boni II offre 7 bœufs
à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La reine Akwa Boni II offre 7 moutons au Président de la République. La reine Akwa Boni II offre des attributs royaux à son Excellence, le Président de la République, composés de plusieurs cannes royales, de chasse-mouches, de aoto, c'est-à-dire c'est une arme sans lame, ainsi que 400 kilos de riz, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est membre d'une association de femmes du périmètre rizicole de la LOCA, et donc nos mamans vous ont offert, Excellence, Monsieur le Président de la République, 400 kg de riz. Le président de la République, à son tour, a fait un don en espèces à la notabilité et aux différentes composantes de la population du Walebo. Le Walebo a tenu aussi à rendre hommage au chef de l'État à travers une danse sacrée chargée de symboles exécutée en son honneur. À cette rencontre avec la royauté baoulé, le président de la République a pris la parole. Je vous propose l'intervention du chef de l'État. Le président de la République n'a pas caché sa joie d'être à nouveau en visite dans le Walebo, où il est déjà venu à différentes reprises. Il a exprimé publiquement la grande estime qu'il voue à la reine Akwa Boni II pour son esprit de cohésion, et il a appelé une fois encore à la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire. En homme de développement, le président de la République ne pouvait omettre cet aspect au cours de sa visite, qui a d'ailleurs été précédée par l'exécution de travaux de réfection de la voirie sur plusieurs kilomètres. Le président de la République a annoncé plusieurs chantiers pour Sakassou. Majesté, vous avez toujours été une source de conseil, d'inspiration pour moi. Et je voudrais vous renouveler tous mes remerciements pour la confiance et le soutien permanent que vous avez toujours apporté à la cohésion sociale, donc à la paix dans notre beau pays. Je suis un fils du pays baoulé et du royaume, puisque né à Dimokro, il y a de cela quelques décennies. Et tout récemment, j'étais en visite d'État dans le Zi pour retrouver mes parents de Dimokro et de toutes les villes environnantes qui m'ont reçu avec une chaleur inégalée, comme ce qui doit se faire quand un fils vient rendre visite à ses parents. Je voudrais donc vous remercier pour toutes ces marques d'attention et toute cette disponibilité à mon endroit. Et il est important que les enfants du président Félix Houphouët-Boigny puissent se retrouver et consolider cette paix que nous avons retrouvée depuis mon accession au pouvoir en 2011. Je voudrais donc vous dire que 2020 est une année importante, certes, pour notre pays, parce que c'est une année d'élection, mais j'ai foi en nos concitoyens et en votre influence, et à l'influence de la Chambre des rois et chefs traditionnels pour continuer de prêcher la cohésion et la paix, pour que ces élections se déroulent dans la paix, qu'elles soient totalement apaisées, parce qu'elles seront transparentes, elles seront ouvertes et elles seront démocratiques. Je voudrais donc vous assurer, Majesté, qu'en ce qui me concerne, je ferai tout, non seulement pour rassembler les enfants du président Félix Houphouët-Boigny, mais également tous les enfants de Côte d'Ivoire, car la paix est à ce prix. Nul ne doit être exclu du processus de rassemblement. Et je sais que vous êtes disposés à nous aider vers cet objectif. Majesté, tout à l'heure, votre porte-parole a évoqué une série de
problème et d'attente. Je tiens à prendre des engagements, car vous savez que je respecte toujours mes engagements. J'ai noté que la construction d'un commissariat de police à Sakassou est quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous donne l'engagement que cela est en cours et sera terminé dans cette année. J'ai également noté la question de la construction d'un château d'eau à Sakassou, et le Premier ministre qui est là et que j'ai fait venir prendra toutes les dispositions pour que cela se réalise dès cette année à Sakassou. Vous avez évoqué également, pas vous-même, mais le porte-parole, les quelques difficultés que nous vivons tous dans les différentes régions de notre pays, notamment les problèmes fonciers, qui dégénèrent souvent en conflits intercommunautaires. Les problèmes fonciers sont un problème réel partout dans notre pays et nous devons trouver une solution à cela. Peut-être que les lois que nous avons adoptées en 1998 ne sont plus adaptées. Mais ça, c'est une question que le gouvernement doit examiner en temps opportun parce que ces conflits ont comme résultat des pertes en vie humaine. Cela n'est pas normal. J'ai noté aussi le souhait de faire encore plus contre l'orpaillage clandestin. Nous en connaissons les dégâts en matière d'environnement, notamment la pollution de l'eau, mais également la dégradation des sols. Donc, Majesté, je peux donner l'assurance à tous nos concitoyens que ces questions sont en train d'être traitées avec le maximum d'efforts parce que cela concerne la vie de nos concitoyens. J'ai également noté la question de la révalorisation du prix de l'anacarde. Oui, c'est une question, c'est un sujet important pour toute cette région et la région du Nord productrice d'anacarde. Et le Premier ministre a entrepris des démarches importantes pour que nous puissions trouver des solutions et surtout espérer que nous pourrons augmenter le prix de l'anacarde comme du cacao à la prochaine campagne. Majesté, j'ai noté également dans les doléances tout à l'heure que le bitumage de la route Thiébissou-Sakassou-Béoumi est une priorité. Oui, voilà. Je voudrais prendre l'engagement pour dire que pour la période 2021-2025, toutes les capitales départementales seront reliées par le bitume. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la route Thiébissou, Sakassou, Béoumi, de Tumodi, etc., tout ça sera réglé comme il se doit. Je crois que c'est important. Nous avons enfin découvert que la route est un bon facteur de développement. Souvenez-vous, il y a 8 ans, 9 ans, quand je faisais des routes et des ponts, on me disait on ne mange pas goudron. Mais maintenant, tout le monde veut du goudron. Donc, Majesté, je prends l'engagement d'accélérer ce processus et je crois que cela a été très utile pour les populations. Et bien évidemment, nous devons continuer de faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens. Après son adresse à la Cour royale, le président de la République a passé encore plusieurs heures à Sakassou, où il a été reçu à déjeuner par la reine Akwa Boni II. Et cette visite du président de la République était un moment des grands jours dans le Walebo. Les populations de Sakassou massivement souhaitaient la bienvenue au chef de l'État. Pour les habitants de la ville, c'est une marque d'attention porteuse des développements dans la localité. Nous retenons de cette visite privée que le président de la République a de la famille en pays baoulé, au point qu'une visite privée s'apparente à une visite quasi officielle. Donc de cela, nous nous réjouissons. Nous sommes heureux également que
le président de la République, après avoir écouté différentes doléances qui n'ont pas été exprimées en public ici, et malgré cela, choisit de donner des éléments de réponse. Et vous avez vu qu'à l'applaudimètre, il était imbattable par rapport à la route Thiébissou, Sakassou, Béoumi. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le président de la République est resté égal à lui-même. Il n'a jamais changé d'un iota. Il nous a toujours dit, il a toujours démontré qu'il aime le Baoulé, qu'il aime les Baoulés. Il est lui-même natif de Dembokoro. Donc, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, on pourrait au développement de toute la Côte d'Ivoire et au bien-être également des Baoulés. De façon spontanée, tous les fils de Béké sortent, même pour une visite privée. Alassane Ouattara, président de la République, a démontré et est en train de démontrer aux yeux du monde qu'un président, un chef, aussi chef soit-il, n'oublie pas les origines et n'oublie pas la tradition et vient ici glorifier notre reine-mère. C'est un honneur pour tous les cadres baoulés, pour toute la population baoulée, de recevoir la visite du chef de l'État à l'occasion des vœux qu'il a bien voulu faire à la reine, qui est la reine de tous les baoulés. Nous saluons ces initiatives de paix et c'est ce que le président Félix Houphouët nous a toujours enseigné. La paix et la paix. La peau de la paix comme l'appelait le monde, Félix Houphouët. Donc nous saluons le discours de paix du président de la République de Côte d'Ivoire. Et aussi à travers cette visite, il a annoncé le château d'eau de Sakassou. C'est quelque chose à saluer. Et puis il a annoncé aussi d'autres projets futurs. Dans le message du président, c'est un message de paix, c'est un message de cohésion. Le président a souhaité vraiment que tous les enfants de Félix Houphouët puissent donc se retrouver. Donc nous repartons d'ici vraiment heureux. Voilà pour la visite du président de la République hier à Sakassou. Autre chose à présent, la Côte d'Ivoire renforce ses relations d'amitié et de coopération avec les pays. Le vice-président de la République offre le traditionnel déjeuner de Nouvel An au corps diplomatique accrédité dans le pays. C'était samedi à sa résidence à Grand-Bassam. Daniel Kablan-Duncan a réitéré les visions de paix et de développement du chef de l'État. Alexis Ouedraogo. Ambiance bon enfant ce samedi à la résidence du vice-président de la République. Pour le traditionnel déjeuner du Nouvel An offert au corps diplomatique accrédité dans le pays, embrassades et retrouvailles chaleureuses. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, cette tradition vient raffermir les liens d'amitié. Cette occasion de partage convivial nous offre une opportunité supplémentaire de prôner notre commune aspiration à œuvrer sans relâche à l'accroissement et au renforcement de la qualité de notre coopération pour un partenariat, bien sûr, gagnant-gagnant. Le gouvernement ivoirien mettra tout en œuvre pour garantir le maintien d'un climat de paix et de sécurité, notamment dans la perspective et au cours de la grande échéance électorale de 2020, pour un scrutin libre, transparent, démocratique et apaisé. Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de dire le soutien du pays à la Chine face aux défis sanitaires auxquels elle fait face en ce début d'année. La rencontre se veut surtout occasion de prôner le renforcement de la coopération avec ces pays pour des partenariats gagnant-gagnant, mais aussi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux diplomates accrédités. Des mots salués par le nonce apostolique. Je voudrais, au nom de tous mes collègues, nous dire notre joie d'être en Côte d'Ivoire et nos remerciements pour la disponibilité dont font montre vos institutions pour nous aider dans nos missions. Remise de cadeaux et toasts ont fait le lit de bons vœux pour le Nouvel An. Et vous le savez, samedi dernier, la population de Tabou s'est réveillée avec cette mauvaise nouvelle. 19 personnes ont quitté cette ville pour se rendre à Abidjan. Elles ont trouvé la mort sur l'autoroute du Nord. Le Premier ministre soutient les familles endeuillées. Le ministre Félix Anoblé, cadre de la région, est allé apporter la compassion et le soutien du gouvernement. Sam Kona. Le ministre Félix Anoblé à Tabou pour apporter la compassion et le soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux parents des victimes de l'accident du car qui a fait 19 morts
et une vingtaine de blessés le week-end dernier. L'envoyé du Premier ministre a fait le tour de plusieurs familles endeuillées, les bras chargés de vivres et des enveloppes d'argent pour soutenir ces familles. Ces familles, par la voix du maire de Tabou, Clébé Julien, ont exprimé leur reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un soulagement de savoir que nous ne sommes pas seuls parce que à travers le ministre Anoblé, le gouvernement est aux côtés des populations pour pleurer les fils que nous avons malheureusement perdus dans ce tragique accident. Nous avons encore des personnes dans les hôpitaux et nous prions Dieu pour qu'elles puissent s'en sortir. Donc c'est une situation très difficile. Le Premier ministre qui a été informé par nos soins de cette situation nous a donc demandé de porter ses condoléances et son soutien à toutes ces familles face à cette situation de Madame le ministre de la Solidarité, pour leur dire que l'État de Côte d'Ivoire est solidaire du malheur qui les a frappés. Rappelons que c'est le samedi 26 janvier dernier, aux environs de 4 h du matin, que le car en provenance de Tabou a percuté un camion stationné sans signalisation sur l'autoroute du Nord, causant la mort de 19 personnes et plusieurs blessés. Dans le reste de l'actualité, en Guinée-Bissau, la CEDEAO demande une vérification des procès-verbaux du second tour de l'élection présidentielle. Le comité ministériel de suivi s'y est rendu jeudi dernier. La CEDEAO annonce que la commission électorale et la Cour suprême se sont finalement mises d'accord pour procéder à de nouveaux contrôles. Mais c'est toujours l'impasse à Bissau. Un mois après le scrutin, l'issue est toujours disputée entre Umaro Sissoko Embalo, déclaré vainqueur, et Domingos Pereira, du candidat du PAIGC. Ici en Côte d'Ivoire, l'opération Grand Ménage se poursuit pour ce mois de février. Toutes les équipes du ministère de la Salubrité étaient à Djamé, 10 sites passés au nettoyage dans la commune du Pont-Ferraille à la Casse. Frédéric Oulaï et Jeanna Toubé. Les occupants des sites de la commune d'Adjamé, plus connus sous les appellations Casse et Pont-Ferraille, se sont surpris de la présence de l'équipe de l'opération Grand Ménage. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité supervise l'opération et donne l'exemple. Les membres de l'ONG IYF, International Youth Fellowship, volontaires pour cette 36e édition, investit les sites et mènent des actions classiques. Balayage, nettoyage, désherbage et enlèvement de pneus usés. L'enlèvement des carcasses et accessoires de véhicules, le curage de caniveaux et l'affaire des engins lourds. En seulement 4 heures d'opération, le Pont-Ferraille et une bonne partie de la Casse d'Adjamé présentent un visage bien différent, moins lugubre. Nous voyons l'état dans lequel Adjamé se trouvait. C'est une très bonne initiative et nous félicitons cela. Il faudrait qu'on ait un appui budgétaire pour combler au niveau sécuritaire, au niveau de la salubrité et autres. Certains artisans, quoique victimes, ont exprimé leur engagement civique en participant à l'opération. Il y avait aussi ceux préoccupés à sauver leurs affaires et ceux résignés, conscients de leur statut de squatteurs d'un endroit qu'ils ont été maintes fois invités à quitter pour leur recasement à Bobo-Ndotré. Enfin, une fois, on va parler sur le nouveau site où le président a donné un patte là-bas. Pour qu'ils rejoignent les sites qui ont été mis à leur disposition par le gouvernement. Beaucoup a certes été fait, mais beaucoup reste à faire. Donc je dis aux Ivoiriens que 2020 doit être l'année de l'Ivoirien nouveau. Les alentours du Pont-Ferraille et le site de la Casse d'Adjamé feront l'objet d'un embellissement semblable à ce qui est vu à Cocody et au plateau. La ministre Anou Loto l'a signalé aux artisans sur le ton de l'exhortation à quitter les lieux au risque d'un déguerpissement musclé. Puisqu'on parle d'environnement, la transition est toute trouvée. On vous retrouve, monsieur le ministre. Rebonjour. Bonjour. Le professeur Joseph Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Avec vous, nous parlerons de ce sommet mondial sur le changement climatique, la COP25 et ses résolutions. Et d'ailleurs, vous étiez à la dernière COP en décembre dernier. On va regarder ce reportage de Grace Kando et on se retrouve. Les 197 pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pendant plus de 10 jours partagé leurs expériences et réfléchi sur les conséquences et effets néfastes des changements climatiques. La Côte d'Ivoire a pris une part active à ce rendez-vous mondial sur le climat à travers des rencontres B2B,
des conférences et des négociations. Tout ce qui a été décidé l'année passée à la COP24 à Katowice est en train de se concrétiser en termes de renforcement, en termes de synergie de tous les pays partis à la Convention pour pouvoir en tout cas passer à l'acte en ce qui concerne les moyens de lutte, l'article 6, aussi l'article 7 sur l'adaptation et aussi l'atténuation. Donc les pays membres des Nations Unies se sont engagés à vraiment accompagner les pays en développement, à lutter véritablement contre les changements climatiques. On avait fait un document, l'évaluation des besoins technologiques, qui était le document qu'on devait utiliser pour réellement évaluer la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un plan d'action technologique. C'est un acquis parce qu'on a commencé à mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de faire une évaluation de tous nos acquis en Côte d'Ivoire. La COP26 aura lieu à Glasgow, en Écosse, en 2020. Les États ont jusqu'à cette date pour revoir leur ambition climatique à la hausse. Et en attendant, on va recevoir nous ici pour décrypter, pour parler de cette rencontre avec vous, Monsieur le Ministre. La COP, c'est une consultation régulière sur le changement climatique. La Côte d'Ivoire prend part au débat. Mais quelle est l'importance aujourd'hui pour notre pays? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais définir la COP comme étant la conférence des partis, la Conference of Parties, et c'est l'instrument majeur, la suprême de décision de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et les COP se tiennent tous les ans dans un pays donné et réunissent tous les États partis à la Convention cadre des Nations Unies pour réfléchir sur les changements climatiques, les problématiques des changements climatiques et leur impact négatif sur notre environnement et sur la santé des populations. Pour en revenir à l'importance de la COP, il faut dire que la COP est une plateforme d'adhésion à des initiatives, à des partenariats entre les États pour adresser les questions environnementales et pour prendre des décisions dans le sens de l'atténuation des effets des changements climatiques. Par ailleurs, la COP permet aussi de renforcer la coopération entre les États, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, en signant des conventions de coopération en termes de prise de décision pour adresser les questions environnementales. S'agissant de la Côte d'Ivoire, précisément. S'agissant de la Côte d'Ivoire, la participation de la Côte d'Ivoire fut de réaffirmer son adhésion ou les engagements pris par notre pays à travers l'accord de Paris, qui est l'instrument d'opérationnalisation de la Convention cadre des Nations Unies, mais aussi de réaffirmer ses engagements à travers ses conditions déterminées au niveau national. Vous parlez d'engagement et là, dernièrement, on l'a appris sur les réseaux sociaux, cette pétition qui court encore, parlant d'une destruction, sinon d'une partie, les 25 hectares de la forêt du Banco pour la construction du métro d'Abidjan. Vous avez cette information, Monsieur le Ministre? Bien évidemment, nous avons cette information. Nous avons lu la pétition. Je voudrais dire que, d'abord, le ministère de l'Environnement et du Développement durable met l'accent sur des thématiques majeures pour préserver l'environnement. Et entre autres, il y a la promotion de l'économie circulaire et la préservation durable de la forêt. Donc, quand on nous parle de 25 hectares de la forêt du Banco qui vont être vendus ou utilisés pour construire le métro urbain, je regarde droit les populations et je leur dis qu'il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout parce que la forêt, le parc national du Banco est un patrimoine forestier mondial ivoirien de l'État. C'est un patrimoine forestier de l'État qui a été érigé donc en patrimoine depuis le 30 octobre 1953. Et fort de cela, oui, à cette période-là, les évaluations de la superficie du parc du Banco s'élevaient à 3000 hectares. Et puis, son intégrité est toujours garantie. Son intégrité est garantie. À préserver cela. La forêt est garantie. Mieux,
Les dernières évaluations en mai 2018 ont montré, parce que ces dernières évaluations ont été faites avec des instruments sophistiqués tels que les GPS différentiels, ont montré que la superficie du parc national du Banco est de 3438,34 hectares. Et cette superficie est intacte. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on va revenir à la COP25. On le sait, notre pays, la Côte d'Ivoire, participe à ces différentes rencontres, à ces conférences. Le pays se prépare parce qu'il y a un comité national pour aborder les différentes questions. Alors, comment se fait cette préparation avant de porter la voix de la Côte d'Ivoire à ce sommet mondial? Oui, je voudrais dire que depuis la dernière COP, les préparatifs de cette COP 25, une innovation majeure a été introduite. La mise sur pied d'un comité permanent de préparation des COP. Et ce comité se réunit pour donner des informations aux participants, aux parties prenantes. Parce que dans ce comité, nous avons la partie étatique, donc les ministères techniques, nous avons les collectivités territoriales, nous avons les entreprises privées, le secteur privé, nous avons les organisations de la société privée, la société civile, et nous avons les médias. Donc tous ces acteurs-là sont dans le comité permanent de préparation. Ce comité donc va se réunir fréquemment pour donner des informations sur les accréditations, sur les réservations d'hôtels, sur l'obtention des visas et sur l'achat, l'équipement et l'embellissement du stand de la Côte d'Ivoire. Et puis, au dernier moment, une fois que les accréditations sont faites, avant d'aller à la COP, il y a un atelier d'avant-départ qui permet de finaliser toutes les questions, de répondre à toutes les préoccupations, de régler tous les problèmes afin que la délégation ivoirienne qui part à la COP soit dans des conditions optimales de participation. Ça permet également de parler des questions de fond, surtout de changement climatique, en termes d'opportunités, de politique nationale de reforestation par exemple. Quelles sont les attentes de la Côte d'Ivoire? On parle là précisément de cette COP25. Quelles étaient les attentes du pays? Les attentes de la Côte d'Ivoire sont nombreuses, mais nous pourrons en citer deux essentiellement. D'abord, la Côte d'Ivoire s'attend à ce que l'accord de Paris soit totalement opérationnalisé en ces articles. L'accord de Paris que la Côte d'Ivoire a signé en 2016. A signé en 2016, soit opérationnalisé en ces articles 6 qui est relative au mécanisme du marché et l'article 13 relatif à la transparence. La deuxième attente de la Côte d'Ivoire, c'est de mieux adresser les initiatives d'envergure régionale pour pouvoir lutter efficacement contre les aléas des changements climatiques. Alors, on le sait, vous avez parlé de l'article 6 de l'accord de Paris sur les mécanismes de marché. On sait que ça a été un point d'achoppement. Les discussions ne sont pas allées au bout. Qu'est-ce qui a posé problème? Oui, effectivement, l'article 6 a été le point d'achoppement des négociations. En fait, l'article 6 encourage les États à coopérer pour s'aider les uns les autres à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, de ce fait-là, il y a les États développés qui ont les moyens financiers et il y a les États en développement qui subissent le contre-coup le plus important des changements climatiques. Comme l'Afrique. Comme les pays en développement, la Côte d'Ivoire, oui, qui polluent moins, mais qui subissent le plus les contre-coups des changements climatiques. Et donc, cet article 6 qui demande une coopération entre les États voudrait, pour les pays en développement, que le comptage des bénéfices des réductions de gaz à effet de serre soit fait dans le pays où le projet est mené.
Par exemple, je prends l'exemple, un pays donne à la Côte d'Ivoire une somme pour mener des projets, conduire des projets qui lui permettent de réduire de 100 tonnes ses émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on parle de projet propre. Propre, voilà. Donc, ce pays donne ses moyens à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire implémente les projets et arrive à la réduction de 100 tonnes de gaz à effet de serre. Mais il y a une contrepartie bénéfique. Et le problème qui s'est posé, c'est que les pays qui donnent les moyens voudraient comptabiliser à leur compte cette quantité de réduction des gaz à effet de serre. Et les pays en développement disent non, c'est chez nous que le projet s'est tenu, donc c'est nous qui devons faire le comptage de cette réduction à notre bénéfice. Et du coup, il se crée un problème de double comptage, si bien que les 100 tonnes, si on y prend garde, vont être comptées 2 fois, aussi bien par le pays qui a donné les moyens et le pays qui a conduit les projets de réduction. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur ce point précis, les Africains sont revenus bredouilles de la dernière COP, précisément la Côte d'Ivoire? Est-ce que les attentes du pays ont été satisfaites? Par rapport à ce point-là, par rapport à ce point, comme à la COP 25? Oui, par rapport à ce point, je voudrais dire que les Africains et les pays en développement, sur l'article 6, sont revenus bredouilles. Et cette question va être reprise à la COP 26. Avant la COP 26, à la réunion de septembre à New York sur le climat. Et puis encore à la COP 26. D'accord. Mais il faut dire que d'une manière générale, les attentes de la Côte d'Ivoire ont été satisfaites. Par exemple, la Côte d'Ivoire, dans ses attentes, a souhaité une meilleure approche des initiatives d'envergure. Et dans ce sens-là, la Côte d'Ivoire a pu obtenir des initiatives, notamment concernant la lutte contre l'érosion côtière, où la Banque mondiale a mis en place un financement de 15 milliards de francs CFA pour 6 pays côtiers de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Atlantique, dont la Côte d'Ivoire. 6 pays dont la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le projet WACA qui va permettre à ces pays-là de préserver leur côte contre l'érosion. Donc, c'est un acquis. Et ce projet WACA, qui adresse la protection des zones côtières de ces pays-là, va bientôt être opérationnel. Opérationnel bientôt, c'est quand? Est-ce qu'on a donné une date? Est-ce qu'il y a des échéances, par exemple? Les démarches sont très avancées. On est maintenant dans l'attente de la phase de déblocage des fonds. Donc je pense que d'ici la fin de cette année-là, à la COP26 qui arrive bientôt, la COP26, quelles sont les perspectives justement de cette COP26 au regard de toutes les difficultés vécues anciennement, au regard de ces climato-sceptiques qui sont de plus en plus nombreux? Quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est que les climato-sceptiques puissent être amenés, être convaincus de revoir leur position pour que, ensemble, on puisse adresser correctement la problématique de la question des changements climatiques. Et les pays en développement et les pays qui sont convaincus de la nécessité de mettre en commun, en synergie leurs efforts, commencent à gagner du terrain et à convaincre les climato-sceptiques pour accepter les résolutions de l'accord de Paris pour la préservation de l'environnement, étant bien entendu que l'accord de Paris est l'outil d'implémentation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, le temps court très vite, Monsieur le ministre. Malheureusement, l'entretien tire à sa fin, mais on retient que la Côte d'Ivoire a tiré le bon profit à cette dernière participation à la COP25. Bien évidemment, a tiré le bon profit. La Côte d'Ivoire a eu une très bonne participation. La voix de la Côte d'Ivoire a été entendue parce que la Côte d'Ivoire a pu faire des déclarations importantes et appréciées lors des rencontres et des débats. Et tout ceci a permis
à la Côte d'Ivoire de faire des avancées dans ses contributions déterminées au niveau national. Merci, Monsieur le ministre. Nous recevions dans le magazine du dimanche le professeur Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il nous a fait le point de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP25 sur le changement climatique. On s'arrête ici pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques, la chef d'édition, Michel Mambo. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale.